Bonjour. Quels arguments employer pour convaincre un client potentiel de signer un contrat, de nous confier son opération? Je me place dans l'hypothèse d'une mission complète. C'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris, on en a volontairement, semble-t-il, jamais parlé dans notre formation initiale. Et pourtant, c'est essentiel d'instaurer une bonne relation client de façon à pouvoir mener correctement notre mission de maîtrise d'œuvre, parce que de toute façon, le client a un rôle de maître d'ouvrage qu'il ignore complètement, mais il va le découvrir au fur et à mesure. Il doit absolument être en symbiose avec l'architecte et vice-versa pour que l'opération se déroule bien. Alors, quels sont les arguments qu'il faut employer? Il y a deux sortes d'arguments. Les arguments généraux, communs, qu'on retrouve à peu près à chaque fois, qui sont transversaux à peu près à tous les clients, et les arguments qui sont particuliers à chaque client, qui leur sont propres, parce que chacun a des motivations subjectives qu'il nous faudra découvrir. Les arguments communs que l'on retrouve en général à peu près à chaque client, c'est tout d'abord la qualité des travaux. Alors, il faut savoir que l'image de l'architecte, la première qualité perçue de l'architecte, c'est pas du tout la conception architecturale, ça je vais y revenir, c'est la qualité des travaux. J'aurai des travaux bien faits puisque je prends un architecte. Bon, tant mieux, c'est une très bonne image, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Donc, a priori, c'est acquis. Ensuite, alors le prix, il faut nuancer. Le client ne va pas chercher systématiquement le prix le plus bas. Il a bien la notion du rapport qualité-prix. Ce qu'il ne veut pas, c'est surpayer les travaux. Il n'y a pas de prix établi dans le bâtiment, comme il peut y en avoir dans le supermarché. Si je vais à un tel supermarché, la semaine suivante, je vais à un autre, les prix vont pas différer énormément. Il y a à peu près un consensus. Alors que dans le bâtiment, ils diffèrent énormément. On a des différences de 20, 30, 40% sur des coûts de travaux, ce qui est très inquiétant pour un client. En fait, ce que veut le client, c'est ne pas surpayer. Autrement dit, pas se faire avoir. Et donc, il va voir s'il peut faire descendre le prix pour vérifier que c'était pas un prix exagéré, un prix surpayé. C'est ça ce qu'il a derrière la tête. La sécurité, très importante, essentielle. Alors la sécurité, donc la sécurité financière, c'est être sûr que le prix de départ sera le prix d'arrivée. Comme quand on prend un billet d'avion, dans le vol, on ne nous demande pas de payer des suppléments. Il faut être certain de ça. Or, dans le bâtiment, il y a des imprévus, il y a des aléas. Il y a, ah, mais mon bon monsieur, on n'avait pas prévu cette chose-là. Ah, mais ça, vous voyez, c'est pas dans le devis, il faut le payer en plus. Ben, il y a cette sécurité financière que nous apportons bien évidemment, puisque nous savons anticiper. La clé de la réussite d'une opération, c'est de savoir anticiper. Il y a également la sécurité technique. L'aura des architectes est suffisante pour garantir la qualité technique, les travaux bien faits et contrôle, même si nous ne faisons pas juridiquement un contrôle, le contrôle de l'architecte qui s'assure que tout est correctement fait. La sécurité juridique, qui est pas de choses illégales, les règlements, respect des réglementations, respect des droits des tiers, des voisins, des contrats correctement ficelés, des marchés de travaux. Enfin, le client ne sait pas ce que c'est, mais des engagements qu'il va prendre qui sont corrects et qui vont le protéger juridiquement. Tous ces arguments-là, qui sont des arguments forts pour les architectes, se retrouvent à peu près partout chez à peu près tous les clients. Je dis à peu près, je nuance parce que, attention, par définition, chaque client est différent et a des points de vue différents. Il y a des points de vue très subjectifs qu'on ne peut pas deviner, couvrir avant d'argumenter. Je vous donne un exemple. Tout jeune architecte, je ne maîtrisais pas du tout ces notions de relation client. Un couple vient me voir pour construire sa maison. Très bien.
Et ils me disent, voilà, nous aimerions beaucoup que vous nous fassiez notre maison. Ben, très bien, ça commence bien, parfait. Nous n'avons jamais eu affaire à un architecte. Comment ça se passe? Et là, je commence tout de suite à argumenter avant de découvrir ce qu'ils voulaient entendre et surtout ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Je mets la charrue avant les bœufs. Et je leur explique que nous allons d'abord signer un contrat, oui, très bien, et je vais faire des esquisses, on va les mettre au point ensemble, le permis de construire. Alors, je fais court pour vous, hein, vous connaissez la musique. Le permis de construire, pendant l'instruction, on met au point les éléments techniques, les choix, etc. Et quand le dossier est au point, il y aura l'appel d'offres. Et jusqu'à présent, les prospects, ça s'appelle comme ça, et les gens qui sont susceptibles de signer un contrat, ça s'appelle des prospects. Bon. Les prospects me disent, qui étaient trop souriants, ah oui, ah bon, très bien jusqu'à présent. Là, tout d'un coup, je sens qu'ils se figent, grimace sur le visage, appel d'offres, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous entendez par appel d'offres? Eh bien, je vais demander des devis à différents artisans pour savoir qui est le mieux placé dans le rapport qualité-prix. Et alors là, catastrophe. Catastrophe. Ils m'ont dit à ce moment-là, attendez, monsieur Espagnol, là, nous ne comprenons plus. Vous êtes en train de nous dire que actuellement, maintenant, vous ne pouvez pas savoir qui sera le maçon, le plombier, le menuisier de notre maison. Mais enfin, non, ça va pas du tout. Nous, si on vient voir un architecte, c'est parce que nous voulons des gens compétents, triés, que vous avez sélectionnés, et ne pas s'adresser à n'importe qui au hasard. Donc ça, on ne s'est pas compris. Nous sommes en train de faire perdre votre temps, nous perdons le nôtre, et donc on s'en tient là. Et ils se sont levés, ils ont pris leur dossier, ils sont partis. Ils m'ont laissé comme ça, assis comme deux ronds de flanc, et je les ai plus revus, bien entendu. J'avais dit le mot qu'ils ne voulaient pas entendre. Appel d'offres. Ils venaient voir un architecte et non pas un quelconque pavillonneur parce que ils voulaient des artisans sélectionnés sur leur rapport qualité-prix qui soient bien connus de l'architecte. Et évidemment, j'avais dit ce qu'il fallait pas. Attention, ça ne veut pas dire que la semaine suivante, j'aurais pu avoir des clients exactement dans le même cas de figure. Nous voulons faire construire, nous préférons avoir un architecte, etc. Comment ça se passe? Et eux, peut-être que tout ce qu'ils auraient voulu attendre, c'était appel d'offres. Ils auraient voulu choisir un architecte pour pouvoir, avec lui, sélectionner des artisans compétents, en parler et ne pas s'adresser à un pavillonneur qui va leur imposer des sous-traitants qu'ils ne connaissent pas. Donc, la même motivation au départ aboutit à des arguments inverses. Appel d'offres d'un côté, surtout pas d'appel d'offres de l'autre. Et ça, on ne peut pas évidemment le deviner. Appel d'offres, c'est ni positif ni négatif, ça peut être très bien, ça peut être inutile. C'est pas la question. La question, c'est de comprendre, connaître les motivations des gens, ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Quand je parle de motivation, je parle pas de la conception architecturale, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui déclenche le fait qu'ils lancent une opération, qu'ils lancent des travaux, en neuf ou en rénovation, et qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs priorités. Voilà ce qu'il faut découvrir. Et il faut découvrir ça avant d'argumenter, ce qui est très difficile parce qu'on a tellement d'arguments à donner, la qualité des travaux, la sécurité, le juridique, le ceci, le cela, etc., ça nous brûle les lèvres, on a envie d'en parler. Il faut se restreindre et maîtriser le discours pour pouvoir obtenir au préalable les motivations du client, du prospect. Ça permet donc d'orienter son discours et de choisir les bons arguments, ceux qui vont faire mouche. Et ça permet au second degré d'instaurer avec le client un contact, une relation, un feeling humain qui est essentiel et qui est excellent pour pouvoir non seulement signer le contrat, bien entendu, mais aussi partir sur des relations de confiance. Il faut que la personne se dise, ah, mais en effet, cet architecte, c'est exactement ce que l'on voulait. Il ou elle a très bien compris nos motivations. On peut lui faire confiance. Et nous partons comme ça sur les meilleures bases. Quelle est la méthode pour découvrir ces motivations? D'abord, on écoute.
Écouter, ça veut dire questionner, ne pas trop parler. Questionner et ensuite écouter. Écouter en utilisant l'écoute active, qui est une écoute où on est bien sûr hyper attentif et où on fait se dévoiler le client, le prospect, comme en tirant en quelque sorte sur une pelote de laine. On veut en savoir toujours plus. Et on maîtrise parfaitement ce que l'on dit parce qu'il ne faut pas intervenir nous-mêmes pour ne pas polluer la discussion, si je puis dire, par notre point de vue, qui n'a aucun intérêt pour le moment. Ce qu'il faut, c'est comprendre, découvrir, comme une enquête policière, découvrir les motivations du client, les siennes, pas les nôtres. Il ne s'agit pas d'argumenter, il ne s'agit pas d'expliquer, non, non, pour le moment, il s'agit uniquement de faire parler le client pour qu'il se livre. Et quand ensuite on a compris ou que comprendre les motivations du client, on a vérifié, ce sont bien celles-là, il y a des méthodes pour ça, et à ce moment-là, on peut le convaincre sur ses motivations, pas sur le reste. Ne prenons pas de risques. Par exemple, ne parlons pas d'appel d'offres s'il n'a pas parlé d'appel d'offres. Inutile de tout flanquer par terre, si je puis dire, en l'embarquant sur un terrain où il veut juste surtout ne pas aller. Et en le convainquant sur ses propres arguments, on aboutit tout de suite à ce moment-là au contrat, puisque c'est ce qu'il voulait. C'est donc cette méthode que l'on voit dans la formation relation client, comment trouver des prospects en nombre suffisant, etc. Mais comment maîtriser l'entretien, comment découvrir les motivations, concrètement, qu'est-ce qu'il faut dire, comment ça se passe, quelle est la bonne méthode avec les phrases pour pouvoir découvrir les motivations, ensuite argumenter, faire se révéler toutes les objections. C'est très très bien les objections, hein. N'oubliez jamais qu'une objection, c'est un signe d'intérêt. Je m'intéresse à ce que vous me proposez, j'envisage vraiment, sérieusement, de signer avec vous, et donc, je veux savoir si tout est bordé, si tout est bien, s'il n'y a pas de choses qui n'iraient pas et qui traînent par là dont on n'aurait pas parlé. Donc, les objections, c'est excellent. Et même s'il n'y a pas d'objection, par contre, ça c'est très bon, hein. Le client qui dit ah oui, oui, ah bon, très bien, oui, oui, ah bon, merci, je vais réfléchir. On est passé complètement à côté et évidemment, on ne signe pas le contrat. Tout ça jusqu'à amener la signature du contrat. Nous verrons aussi dans la formation le contrat en détail. Le contrat doit être court. Il faut le lire évidemment avant de le signer. On ne signe pas un contrat lourd de conséquences sans l'avoir lu au préalable. Donc, il doit être court. Mon contrat tient sur 4 pages, un A3 plié en deux. Il est simple. Il emploie des mots simples. Le client comprend parfaitement quels sont les engagements de chacun. Je signale au passage qu'il résout l'inadéquation récurrente budget-programme, ce qui n'est pas rien et qui est un piège systématique et catastrophique pour les architectes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les clients ont tendance à augmenter leurs prétentions. Ils rêvent, ah ben, j'aimerais bien ceci, ceci, cela. Et ils ont tendance à baisser leur budget. On ne sait jamais. Peut-être que l'architecte, c'est un magicien, une fée avec une baguette magique qui va pouvoir me faire avoir moins cher. Enfin, bref, la plupart du temps, c'est incompatible. Et enfin, il permet à l'architecte d'être correctement rémunéré, en général au-dessus de ce que pratiquent les architectes, c'est-à-dire qu'il est au niveau pour une mission complète, neuve, de quelques centaines de milliers d'euros, il est en neuf. Il est aux alentours de 13-14%. Et en rénovation de 16-17%, ce qui n'a rien d'exagéré, enfin qui permet de décemment gagner sa vie. Et nous voyons aussi dans la formation ce que je pourrais appeler ma botte secrète en quelque sorte, ce que j'appelle le dossier d'opération. C'est un dossier qu'on remet à chaque client en mission complète, bien entendu, et qui lui permettra de tout comprendre, de tout anticiper et de suivre l'opération facilement sans qu'on lui tienne la main au jour le jour, avec donc ce dossier qui sera son dossier personnel
où il pourra classer les documents que je lui confierai, que l'architecte lui confie, et où tout devient simple et facile à suivre. Bon, on voit ça plus en détail dans la formation. Il me faudrait plus de temps pour vous expliquer tout ça. À propos de la conception architecturale, quelque chose de très, très important. La conception architecturale, le projet en lui-même, sous l'aspect architecture, n'est pas un argument de vente. Alors, je m'empresse évidemment de dire que la conception architecturale est très importante et que nous devrons faire la meilleure conception possible, la meilleure architecture possible. C'est quand même un des fondements de notre raison d'être. C'est une évidence. Mais justement, il ne faut pas chercher à convaincre le client sur ce terrain. Le client n'est pas un architecte, n'est pas un professionnel de la conception. Soit il va nous laisser faire entièrement parce que c'est pas son domaine, ça c'est l'idéal, soit il a des idées et ne mettons pas la discussion sur ce plan-là, si j'ose dire. Nous devons obtenir que le client nous laisse faire. Une des choses que je dis volontiers quand j'ai signé le contrat et que nous parlons de la première esquisse, je dis à mon client, ne m'en dites pas trop, ne me dites pas trop ce que vous voulez. Je sais à peu près dans les discussions qu'on a eues. Laissez-moi libre de vous montrer ce à quoi j'ai pensé, comme si c'était pour moi. Nous en parlerons et vous déciderez librement si ça vous convient ou pas. En quelque sorte, maintenant que vous avez un architecte, laissez-moi libre de vous montrer ce que j'ai dans le ventre. Et ça, les clients aiment beaucoup ça. Ils savent très très bien que je ne peux rien leur imposer. De toute façon, ils signeront pas la demande de permis de construire. Donc, si ça leur convient pas. Donc, la cause est entendue. Et ensuite, mieux je prendrai l'ascendant, mieux je serai libre de leur faire la meilleure architecture possible. Je suis peut-être pas un génie de l'architecture, j'en conviens bien volontiers, mais de toute façon, j'ai plus de compétences que mes clients. Ça c'est certain. Et c'est le cas de nous tous, bien sûr. Et donc, ne mettons pas, c'est ça qui est important, ne mettons pas la discussion sur le plan de la conception architecturale. Parce que sinon, le client va y venir et comme il a le pouvoir de décision finale, nous risquons de devoir suivre ce qu'il nous dit, ce qui serait évidemment très négatif, notamment pour lui. Donc, le mieux, c'est de se placer ailleurs, sur un autre terrain. La conception architecturale, qu'il nous laisse faire. Grand Dieu, qu'il nous laisse faire. Donc, n'en parlons pas, surtout pas. Et en fait, le client n'est pas stressé, n'est pas inquiet sur la conception architecturale. Et si nous sommes dans le carcan de ce qu'il a décidé, nous n'en sortirons pas, nous ne pourrons plus le convaincre. S'il n'a officiellement rien décidé, s'il nous dit, bon, ben, allez-y, montrez-moi ce que vous voulez, je déciderai au vu de ce que vous me présentez. Là, nous avons une chance de pouvoir le convaincre et qu'il nous laisse faire. Voilà pourquoi ne parlons pas de la conception architecturale au client. C'est notre domaine, notre job. Encore une fois, qu'il nous laisse faire. J'ajoute également une chose très, très importante. Pour que l'opération se déroule bien, il faut que l'architecte soit le maître d'œuvre de l'opération. Le client, pas le maître d'ouvrage. Il ne sait pas ce que c'est que le rôle de maître d'ouvrage. D'ailleurs, il ne veut pas, surtout pas. Et lui, ce qu'il veut être, c'est un consommateur. C'est tout. Et qu'on fasse tout à sa place. Parce que c'est pas son domaine, il n'est pas professionnel de la construction, et donc il va s'en remettre à des professionnels compétents. C'est en général pour ça qu'il est, par exemple, face à un architecte. Et pour prendre l'ascendant, ça se joue dans les premières minutes, j'allais dire les premières secondes, mais peut-être. C'est-à-dire, c'est tout de suite, bien entendu. Comment l'architecte prend tout de suite, gentiment, l'ascendant sur le client. Je prends souvent l'image du chirurgien. Le chirurgien, vous en remettez à lui. Vous n'allez pas vous mêler de la façon dont il va vous opérer, qu'est-ce qu'il va trifouiller dans votre ventre. C'est pas le problème. Vous voulez qu'il assume. Vous voulez que ce soit un professionnel qui assume. Et donc, il va être directif. Mais gentiment directif, c'est-à-dire qu'il va vous écouter, qu'il va vous répondre à vos questions et qui va décider. Et qui ne va pas, surtout pas, se mettre
sous votre maîtrise de l'opération. Surtout pas. J'ai parfois entendu, vous avez peut-être entendu, des architectes qui appelaient leurs clients des donneurs d'ordre. C'est une catastrophe. C'est surtout pas ce que veut le client, c'est surtout pas ce que doit être le client. En plus, juridiquement, c'est une faute professionnelle, carrément. Et si vous vous retrouvez devant un juge, si vous dites « Ah, mais je sais bien, monsieur le juge, que c'était une erreur, mais c'est le client qui a voulu », vous aurez double peine. C'est même plus à ce moment-là une faute d'inattention de votre part, c'est consciemment que vous aurez commis des fautes. Donc, c'est une catastrophe. Le client est là pour entendre nos directives. Il nous paye pour que nous lui disions ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire. C'est nous qui donnons des ordres. Et ça, il faut le comprendre tout de suite. Et j'ai découvert au fur et à mesure que le temps passait que les clients adoraient ça. C'est ce qu'ils veulent. Dire, par exemple, non à un client gentiment, mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme ça. C'est en fait tout ce qu'il veut entendre. Tout ce qu'il veut entendre. Et là, oh, il est rassuré. Enfin, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. J'ai trouvé le professionnel sur qui me reposer. Je peux avoir confiance en lui. Allez, vite, vite, signons le contrat et allons-y. Donc, il y a cet objectif de signer des contrats et il y a cet objectif de partir sur des bases saines qui vont permettre que l'opération se déroule au mieux. Et pour cela, que nous ayons, nous, la direction d'opération, que nous tenions le volant en quelque sorte. C'est nous qui conduisons. La formation relation client fait partie d'une trilogie de formation où nous apprenons aux architectes et maîtres d'œuvre, c'est de la maîtrise d'œuvre, et aux collaborateurs d'architectes, évidemment, bien sûr, tout ce qui, en général, n'est pas appris dans notre formation initiale, la relation client, la maîtrise d'œuvre sous l'angle juridique, contractuel, avec toutes les pièces nécessaires, le positionnement de l'architecte, les contentieux, gagner son procès, par exemple. Et ensuite, il y a un troisième volet que j'ai annexé, qui est un volet technique, mais qui permet de pouvoir être à l'aise avec la technique. Non pas tout savoir, c'est totalement illusoire de tout savoir, c'est pas la peine, ça serait de toute façon une erreur. Nous sommes des généralistes, nous ne sommes pas des spécialistes pointus dans chaque technique, bien sûr que non. Mais comment gérer la technique, avoir une technique de base et comment la gérer, comment faire des plans techniques et non pas des plans d'exécution, comment faire des descriptifs au niveau juridique qui permettent de savoir que tout est prévu, que tout est bordé, mais qui ne vont pas apprendre à chaque artisan, à chaque entreprise de leur métier. C'est pas notre vocation. Enfin bref, être à l'aise avec la technique. Donc, relation client, juridique, juridique et pratique, c'est-à-dire le partage d'expérience envers les clients néophytes, ceux qui ne sont pas des professionnels de la construction, que ce soit pour des bâtiments, activités, des logements, des rénovations, des extensions, enfin tout ce qu'on veut. C'est la qualité du client qui compte, pas tellement l'objet, bien sûr, y compris des promotions immobilières d'ailleurs que j'ai faites plusieurs fois dans ma vie pour des clients néophytes. Les formations sont totalement indépendantes les unes des autres. Les formations les plus longues, c'est qu'ont été scindées en deux parties, de manière à ne pas avoir des longues formations. Elles tiennent toutes dans 2 ou 4 matinées en ligne et vous pouvez les retrouver sur mon site. Voilà ce que je voulais dire à propos des arguments à avancer pour, dès le départ, instaurer une bonne relation client et aboutir à signer un contrat, ce qui est quand même la base de toute l'aventure. Sans contrat, l'architecte ne peut rien faire, évidemment. J'espère vous voir bientôt dans mes formations qui correspondent aux formations structurées demandées par l'Ordre des architectes qui sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes financeurs type FIFTL ou locaux, etc. À bientôt, j'espère.